Bonjour et merci de venir m'écouter sur ma chaîne de YouTube, Les Chroniques d'une colère ordinaire. Nous sommes aujourd'hui le samedi 8 octobre 2016 et pour ma troisième vidéo, je vais vous parler du TAFTA et du CETA. Ces fameux traités dont on parle tant et dont le CETA particulièrement arrive à terme, les négociations étant terminées, et il doit être signé fin octobre et ratifié par les parlements s'il y a lieu et si la Commission décide qu'il s'agit d'un traité mixte. Nous le verrons plus tard, cette qualification, ce que cela veut dire. Donc TAFTA et CETA. Et qu'est-ce que ça veut dire ces traités? En quoi nous concernent-ils? Et d'où viennent-ils? Quelle est leur origine? Qu'est-ce qui a motivé ces fameux traités, ces fameux accords de libre-échange? Alors, dans une première partie, j'essaierai de faire une petite historique pour montrer que ça vient de très loin, que c'est pas que c'est assez, que ça date depuis après la guerre, que c'est pas d'aujourd'hui qu'on parle de traités de libre-échange et de libre-échange commerciaux. Et dans une deuxième partie, j'essaierai de montrer les points importants de ces traités et les catastrophes qu'ils peuvent entraîner pour nous, en Europe, les modifications fondamentales de société qu'ils entraîneront si ils sont signés et appliqués. Donc, au départ, il faut se rappeler, un Américain, un très grand philanthrope, si on peut dire, David Rockefeller, avait dit dans une interview à Newsweek il y a de nombreuses années après la guerre que selon lui, la seule chose qu'on pouvait faire pour remplacer les pouvoirs publics, c'était les pouvoirs privés, en quelque sorte. En fait, il avait dit quelque chose doit remplacer les gouvernements et il me semble que le pouvoir privé est l'entité adéquate. Voilà, exactement ce qu'il avait dit. Donc, c'était un rêve qu'il avait et on peut se demander s'il n'a pas réussi ou s'il ne va pas réussir avec ces traités. Cette idée, en fait, a eu un début de relation, de réalisation en 1945, avec les accords du GATT, mais c'était pas du tout ce qu'on entend maintenant par accord de libre-échange. Parce qu'en 1945, c'était des accords tarifaires, des accords douaniers. On avait la volonté d'abaisser ou de supprimer les accords douaniers et les formalités douanières qui vont avec. Donc, en fait, on n'avait rien à dire, c'était une bonne chose en soi. Après 45, en 1989, à la chute du mur de Berlin, et quelques temps après, en 1990, au lieu d'avoir ce que nous avions espéré, c'est-à-dire renforcer les États-Unis d'Europe et avec les valeurs européennes qui sont communes à ces pays-là, nous nous sommes tournés vers les États-Unis et en 90, il a suivi une déclaration transatlantique. Donc, avec la première chose qui a été faite dans cette déclaration transatlantique, c'était d'une part de continuer l'OTAN, alors que les raisons pour lesquelles l'OTAN avait été créée avaient pratiquement toutes disparu, puisque la guerre froide était terminée, l'URSS s'était effondrée, et les pays européens commençaient à prendre leur indépendance et allaient, pour certains, rejoindre l'Union européenne. Donc, on n'avait aucune raison de continuer l'OTAN, bien entendu. Bon, donc, mais les États-Unis imposant leur vue, l'OTAN, première déclaration dans le traité transatlantique, premier objectif, continuer l'OTAN, et deuxième objectif, établir un dialogue entre les États-Unis et l'Europe pour la libéralisation du commerce mondial. Voilà. Alors ça, c'est une première étape importante
qui va justement expliquer pourquoi nous en arrivons actuellement à ces traités TAFTA et CETA. En 1994, nous avons la création de l'OMC, dont les négociations pour cette création avaient commencé en 86. Donc de 86 à 94, il y a eu des négociations pour la création de cette fameuse OMC. Et en 94, avec les accords de Marrakech, nous arrivons à la création de l'OMC. Alors là, il faut quand même dire quelques mots sur cette fameuse OMC, qui est une organisation internationale la plus puissante du monde, en fait. Pourquoi la plus puissante du monde? Parce que c'est la seule organisation internationale qui a des pouvoirs de coercition envers les États. Si un État signataire ne respecte pas les règlements et les décisions de l'Organisation mondiale du commerce, il sera pénalisé et il devra payer des compensations ou alors supprimer la règle qui a été condamnée par l'OMC. Et cette force de l'OMC, justement, réside dans ce pouvoir de coercition qui n'est pas un pouvoir théorique, c'est un pouvoir qui existe réellement. Parce que si l'État ne respecte pas les attendus de l'OMC et les règles de l'OMC, qu'est-ce qui va se passer? Ben, vous allez me dire, un État, qu'est-ce qu'on peut lui faire? Mais si, au contraire, on peut lui faire beaucoup de choses. Il va être condamné à des compensations qui vont se chiffrer en centaines de milliers de millions de dollars. Mais vous me direz, s'ils ne payent pas, ils peuvent rien faire. Alors s'ils ne payent pas, ou s'ils ne suppriment pas la règle, à ce moment-là, le pays qui a gagné le procès ou qui a gagné le litige entre lui, le pays qui a gagné le litige qui a été porté devant l'OMC, pourra mettre 100% de droits de douane sur 60 produits en provenance du pays perdant. Alors, vous voyez tout de suite l'influence que ça peut avoir, parce que ces produits qui sont choisis par l'État gagnant sur une liste de produits de l'État perdant ne pourront plus se vendre. Alors c'est un pouvoir énorme de coercition, et c'est pour ça que c'est un organisme extrêmement puissant, extrêmement craint, dont les règles sont obligatoirement suivies. Donc en 95, il y a création de l'OMC. En 95, à l'initiative des États-Unis et de la Commission européenne, il y a une demande bizarre qui sort absolument des règles internationales, puisque jamais ça ne s'était produit, qu'un État demande la création d'un syndicat qui sera composé des 500 plus grandes firmes existantes des deux côtés de l'Atlantique. Donc ce syndicat, qui va s'appeler Transatlantic Business Dialogue, aura pour tâche de conseiller les négociateurs éventuels sur les règles du commerce, la libéralisation du commerce. En 98, nous avons la création du partenariat économique transatlantique qui aura un rôle de concertation. En 2001, début du cycle de négociation de Doha, mais ces négociations s'enlisent du fait de l'opposition d'une centaine de pays du Sud qui refusent justement les exigences des pays occidentaux. En 2007, il y a une accélération par la création d'une institution internationale qui s'appelle le Conseil économique transatlantique. Alors là, une petite parenthèse, normalement la création d'une institution internationale suit certaines règles et particulièrement doit être ratifiée par les parlements nationaux. Mais là, rien de tel, aucune ratification des parlements nationaux. Tout ça, ça a été fait dans le secret le plus absolu, tranquillement.
Et on peut le comprendre parce que il y avait ce Conseil économique transatlantique était composé en partie par des grands groupes comme Total, Philip Morris, Pfizer, Bayer, Deutsche Bank, donc tous des entreprises extrêmement puissantes. Et bien entendu, on peut comprendre le désir de secret, ou le désir de ne pas trop ébruiter, de ne pas trop porter à la connaissance de l'opinion publique l'identité des composants de ce conseil. En 2011, donc, on a la création ensuite d'un groupe d'experts de haut niveau. Ce groupe d'experts sera chargé d'étudier l'impact sur la croissance économique et l'emploi que pourrait avoir donc la création d'un grand marché transatlantique, et d'essayer de montrer l'accroissement important de l'emploi et l'accroissement important de la croissance. Et de remettre en rapport, il a 2 ans pour cela, 2 ans de travail pour remettre ce rapport. Dans le même temps, 2011 également, il y a la création d'un partenariat transatlantique avec les pays asiatiques. Création d'un partenariat transpacifique avec les pays asiatiques sur les mêmes règles que le partenariat prévu avec les pays européens, avec les mêmes contingences, la même idée d'avoir à abaisser les barrières tarifaires et également non tarifaires, comme l'OMC, comme c'est marqué dans les règles de l'OMC, et donc de créer un grand marché unique. Et ces règles ne sont pas admises par l'Australie, qui rechigne et qui renacle à signer le traité. Donc, pour le moment, ce traité transpacifique est un peu en sommeil. Le 11 février 2013, le groupe d'experts de haut niveau, donc, remet ce fameux rapport qui était tant attendu, dans lequel il devait montrer les incidences bénéfiques que pouvait avoir un futur grand marché transatlantique. Donc ce rapport qui a mis 2 ans à être sorti, donc devait être normalement quelque chose de complet et de fouillé, quoi. Bon, eh bien non, enfin 6 pages, dont les 5 premières pages sont ni plus ni moins que la reprise de la table des matières de l'OMC, la 6e page étant un ensemble de considérations fumeuses, sans calcul, sans preuve quelconque économique ou mathématique de quoi que ce soit, mais avec l'affirmation péremptoire que on aura des milliers d'emplois de créés et une croissance extraordinaire. Donc voilà. Avec ce rapport, à l'issue de ce rapport, donc, il y a la décision est prise d'entamer des négociations en vue d'arriver à la création et à la signature du TAFTA et voilà. Donc, nous verrons ensuite dans une deuxième partie. Maintenant, nous allons voir dans une deuxième partie en quoi consiste véritablement ce TAFTA et ce CETA. Qui est exactement sur la même longueur d'onde, hein, et où ça nous mène exactement en choix de société. À tout de suite dans une deuxième partie. Merci.